Et bienvenue au webinaire Escroquerie en lien avec le Covid-19. Nous allons tout doucement commencer. Tout d'abord, j'aimerais vous signaler que si vous avez des questions sur le contenu de ce webinaire, vous pouvez les poser à Laurence Hilson via la fenêtre Q et R que vous voyez ici. Et vous tapez ici sur sélectionner tout d'abord un co-animateur. Ici, vous sélectionnez donc Laurence Hilson et puis vous tapez en dessous votre question et vous tapez sur envoyer. Si vous avez ou si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez contacter Julie Durieux. Vous la sélectionnez ici et puis vous tapez en dessous votre question et vous tapez sur envoyer. Donc le titre de ce webinaire c'est fraude en lien avec la COVID-19. Quelles sont les tendances actuelles? Comment la reconnaître ou les reconnaître et comment réagir? J'aimerais tout d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Maarten Wijnands et je suis inspecteur à la Direction générale de l'inspection économique qui fait partie du SPF Économie, PME, classe moyenne et énergie. Et ma collègue qui sera la gestionnaire du chat s'appelle Laurence Hilson et elle est également inspecteur à la Direction générale de l'inspection économique. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va d'abord commencer par un quiz d'introduction sur le thème. Puis, nous allons parcourir différents types de fraudes qui ont un lien avec le Covid-19. D'abord, la fraude lors d'achats en ligne. On va vous donner une définition du sujet et puis quelques astuces comment vous pouvez reconnaître ce type de fraude et comment l'éviter. Puis, on va aussi parcourir le thème de la fraude à l'émotion. D'abord, une définition du sujet et puis aussi comment la reconnaître et l'éviter. La même chose pour la fraude au nom d'organisations connues comme les services publics, les banques et d'autres entreprises très connues. Et puis, on finit cette liste par la fraude permettant prétendument de gagner de l'argent rapidement. Donc, d'abord aussi une définition du sujet et des astuces pour reconnaître ce type de fraude et l'éviter. On finit par vous donner quelques conseils comment vous pouvez réagir ou comment vous pouvez donner des conseils à vos clients, par exemple, si vous êtes la victime d'un type de fraude. Et on finit par un quiz de clôture. À la fin, nous allons aussi répondre aux questions qui sont pertinentes pour tout le monde. Donc d'abord, on commence par le quiz d'introduction. Et la première question, c'est quelles sont les manières fiables pour vérifier si une boutique en ligne est digne de confiance? Il y a plusieurs bonnes réponses ici. Vous pouvez les cocher à droite. Et la première possibilité, c'est de vérifier si des avis positifs existent en ligne. Possibilité B, de vérifier si des coordonnées sont mentionnées sur la boutique en ligne. Possibilité C, c'est d'introduire l'adresse dans Google Maps pour vérifier si l'adresse existe bel et bien. Possibilité D, c'est de vérifier si les conditions de vente sont mentionnées sur la boutique en ligne. Possibilité E, c'est de vérifier depuis combien de temps la boutique en ligne existe déjà. Et la réponse F, c'est de vérifier s'il y a de bonnes affaires à faire sur la boutique en ligne, de grosses réductions par exemple. Réponse G, finalement, c'est de vérifier si la boutique en ligne a une apparence professionnelle.
Et les bonnes réponses sont euh, la possibilité A, c'est donc de vérifier si des avis positifs en ligne existent bel et bien. Comme ça, vous pouvez quand même avoir une idée de la fiabilité d'une boutique en ligne. S'il y a beaucoup d'avis négatifs que vous trouverez en ligne, c'est déjà un mauvais signe. Donc ça ne veut pas dire tout, mais c'est quand même une bonne indication. La réponse B est également correcte, c'est de vérifier si des coordonnées de contact sont mentionnées sur la boutique en ligne, parce que c'est aussi une obligation que toute boutique en ligne a, donc de vérifier, de mettre à disposition des clients leur nom officiel de leur entreprise, leurs coordonnées de contact, leur adresse géographique et leur numéro d'entreprise, par exemple. La réponse C est également correcte, c'est donc d'introduire l'adresse dans Google Maps. Ça vous donne déjà une bonne idée parce qu'évidemment, une boutique en ligne peut également vous donner une fausse adresse. Si vous avez par exemple reçu une adresse et vous l'introduisez dans Google Maps et vous tombez sur un désert, c'est déjà aussi un mauvais signe. La réponse D est également correcte, c'est donc de vérifier si les conditions de vente sont mentionnées sur la boutique en ligne. Ça donne aussi confiance si le magasin en ligne est quand même, ou la boutique en ligne est quand même transparente sur les conditions de vente qu'il utilise pour vous vendre des choses, des produits. Et la réponse E est également correcte, c'est de vérifier depuis combien de temps la boutique en ligne existe. Ça donne aussi une bonne idée si vous n'avez pas trop de confiance en une boutique en ligne et cette boutique n'existe que depuis une semaine, par exemple, c'est déjà un signe qui vous dit que vous ne devez peut-être chercher plus et ne pas directement faire confiance en cette boutique en ligne. Mais évidemment, il est également possible qu'une boutique en ligne n'existe pas depuis longtemps et qu'elle est quand même, qu'il est quand même fiable. Donc il faut toujours un peu faire des recherches pour être sûr. Et je vois aussi que il y a quand même beaucoup de personnes qui ont coché les possibilités A, B et D, mais donc et E et C sont également correctes. Ce qui n'était pas correct, c'était en fait évidemment de vérifier s'il y a de bonnes affaires à faire sur la boutique en ligne. Si une boutique en ligne donne de grosses réductions, c'est même un signe pour voir si la boutique est vraiment fiable. Voilà. Et évidemment, la possibilité G n'était pas non plus correcte de vérifier si la boutique en ligne a une apparence professionnelle parce qu'il y a aussi beaucoup de boutiques en ligne frauduleuses qui ont une apparence professionnelle. Donc, ce n'est pas une indication pour dire si c'est vraiment fiable ou non. Bon, la deuxième question, c'est lequel de ces mails est un exemple de phishing? Il n'y a qu'une seule bonne réponse. La première possibilité de réponse, c'est ici ce mail du SPF Finance et de PayPal que vous trouverez ici. La deuxième possibilité, c'est un exemple d'un mail d'Etias que vous verrez ici concernant une tentative de phishing qu'ils disent. Et les deux autres possibilités, c'est que les deux emails sont des exemples de phishing ou que aucun de ces exemples sont des mails de phishing. Je vous montre à nouveau l'exemple B et l'exemple A.
Voilà, la bonne réponse était la réponse A. C'est un exemple d'un email de phishing. Comment est-ce que vous pouvez le voir? Le SPF Finance ne va jamais collaborer avec PayPal normalement. Donc le contenu de ce message est déjà euh, un peu bizarre, hein. Donc ça, c'est aussi toujours une bonne astuce quand vous recevrez un mail dont vous avez des doutes, c'est de penser est-ce que le contenu peut être correct, est-ce que le contenu n'est pas bizarre. Euh, Vous voyez aussi qu'on parle d'une adresse de livraison. Le SPF Finance ne va normalement jamais délivrer des colis, par exemple. Euh, et on vous invite aussi à vous rendre sur un lien d'Internet. Donc, vous ne pouvez pas taper le lien euh, dans votre browser. Vous devez cliquer sur un bouton continuer ici. Donc, ce sont des signes. L'adresse email ici n'a pas vraiment été falsifiée. C'est peut-être un exemple de spoofing où on voit une adresse existante et fiable, mais en fait, quand vous voyez les headers d'un mail, vous voyez que le mail a été envoyé à partir d'une autre adresse d'email. Et je vois donc que la plupart des participants ont quand même choisi l'option A, donc ce qui est correct. Voilà, on va maintenant commencer par le contenu de ce webinaire. On commence par la fraude lors d'achats en ligne. D'abord, une définition du sujet. Des boutiques en ligne frauduleuses sont des boutiques qui vendent différentes choses. Pendant la crise Covid, on a surtout vu qu'ils ciblent quand même quelques produits spécifiques, par exemple les appareils de fitness et les articles de loisirs, parce qu'évidemment beaucoup de magasins ont dû être fermés pendant un certain temps et évidemment des centres de fitness par exemple aussi, il y avait peu de passe-temps qu'on pouvait encore faire et donc il y avait beaucoup de consommateurs qui ont passé commande en ligne pour recevoir ces produits et pour faire du sport à la maison. Les escrocs ont vu cela aussi et ils ont donc créé des boutiques en ligne spécialisées dans ces produits. Ce que nous avons également vu, surtout pendant la première vague au mois de mars, d'avril, c'est des boutiques en ligne spécialisées dans la vente de masques. Et de gel désinfectant pour les mains. Évidemment aussi parce que pendant cette période, mois de mars, avril, il y avait aussi une pénurie de masques et de gel désinfectant. C'est pour ça qu'ils ont créé ces boutiques pour pouvoir vendre ces produits. Et peut-être, après le déroulement du vaccin contre le Covid-19, on va aussi voir que les boutiques en ligne vont vendre des vaccins. Des boutiques en ligne frauduleuses vont donc vendre peut-être des vaccins contre le Covid-19. Ce que nous voyons, c'est que donc les sites sont souvent très professionnels, ont une apparence professionnelle et ils vous invitent donc à acheter ces produits. Et après que vous avez passé commande et que vous avez peut-être déjà payé pour ces produits, ils ne vous livrent rien. Donc vous ne recevrez pas de colis et vous avez donc perdu votre argent. Souvent, ils ouvrent une vraie boutique, une nouvelle boutique en ligne qui n'existe pas encore. Mais ce que nous voyons aussi, c'est que les escrocs vont aussi copier des boutiques en ligne qui existent déjà, par exemple de grandes surfaces ou de grandes marques que tout le monde connaît. Et ils vont adapter quelque chose, par exemple dans le nom de domaine, ils ajoutent un S, ils ajoutent une lettre, mais en fait l'apparence est presque ou quasi le même par rapport à la boutique qui existe qui existe déjà. Euh, donc maintenant on sait ce que c'est, la fraude lors d'achat en ligne, mais comment est-ce que vous pouvez la reconnaître?
et comment est-ce que vous pouvez éviter de tomber dans le piège. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître les boutiques en ligne frauduleuses. D'abord le URL, donc le nom de domaine que vous voyez en dessus de votre browser, hein, l'adresse en fait d'un site est étrange. Donc c'est un peu bizarre le nom de domaine par exemple, et ça doit déjà vous donner des doutes en fait. Souvent, les escrocs vont également vous offrir de grosses réductions, moins 50, moins 70, moins 80% même. Pour certains produits, par exemple pour des ordinateurs, c'est quand même bizarre. Donc ça, c'est aussi un mauvais signe. De plus, les coordonnées de contact, par exemple l'adresse géographique ou le numéro d'entreprise n'est pas affiché sur le site ou est fausse. Pour les numéros d'entreprise, si c'est un numéro d'entreprise belge, vous pouvez toujours le vérifier sur la BCE, donc la Banque Carrefour des entreprises que vous trouverez sur le site web du SPF Économie. Et donc, pour les adresses géographiques, vous pouvez faire des recherches sur un moteur de recherche ou sur Google Maps, par exemple. De plus, il y a souvent aussi un manque de clarté concernant les conditions de renvoi et le droit de rétractation. Le droit de rétractation doit toujours être affiché et communiqué au consommateur. Si la boutique en ligne ne vous explique pas ça sur une page, par exemple, ou oui sur la boutique en ligne, c'est pas non plus un bon signe. Ce que nous voyons aussi, c'est que il y a aussi souvent des avis négatifs sur les boutiques en ligne frauduleuses que vous trouverez sur Internet, par exemple. Et souvent, les avis peuvent également être falsifiés. Ça, c'est évidemment plus difficile à constater, à vérifier, mais s'il y a beaucoup d'avis négatifs sur, par exemple, la livraison des produits d'une certaine boutique en ligne, c'est déjà un mauvais signe. Et la création récente peut également donner une idée de la fiabilité, concernant la fiabilité d'une boutique en ligne. Si une boutique en ligne a été créée depuis une semaine ou depuis quelques jours, il faut aussi être très prudent. Comment vous pouvez éviter de tomber dans le piège? D'abord, il faut vérifier si les données de contact sont mentionnées sur la boutique en ligne. C'est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de mentionner des coordonnées de contact comme une adresse email ou un numéro de téléphone, le numéro d'entreprise de la boutique en ligne, des informations concernant le droit de rétractation et aussi le nom officiel de l'entreprise qui gère en fait la boutique en ligne. Vous pouvez aussi lire les avis concernant une boutique en ligne, par exemple via le site Trustpilot ou les médias sociaux. Vous pouvez faire une recherche sur Facebook, sur Instagram par exemple, mais ne faites pas confiance aux avis que vous trouverez sur la boutique en ligne parce qu'il est très facile de mettre de faux avis positifs sur une boutique en ligne. De plus, vous pouvez aussi vérifier depuis combien de temps un nom de domaine a été créé ou existe déjà. Pour les noms de domaine qui finissent par .be, vous pouvez le faire sur le site dnsbelgium.be. Pour les noms de domaine qui finissent par .nl, vous pouvez le faire sur le site idn.nl. Et pour les autres, par exemple, les noms de domaine qui finissent par .com, vous pouvez le faire sur le site whois.com. Et en fait, vous pouvez toujours partir de l'idée, si ça a l'air d'être trop beau pour être vrai, c'est certainement ou c'est probablement faux. Deuxième sujet, la fraude à l'émotion. Vous voyez ici en dessus de ce diaporama un exemple d'une campagne que nous avons lancée il y a quelques années, Parfait Amour ou Parfaite Arnaque, que vous trouverez aussi sur Internet si vous voulez en savoir plus.
Donc, la fraude à l'émotion, d'abord une définition du sujet. À la base, en fait, les escrocs jouent sur le manque de contact physique pendant cette période de crise de Covid avec vos membres de la famille, vos amis, vos connaissances. Euh, une première catégorie, c'est le whaling. En français, on appelle cela aussi souvent une fraude à la demande d'aide financière. Et dans ce cas, les escrocs se font passer pour un membre donc de votre famille, pour un ami ou pour une connaissance. Et ils vous contactent via des apps de messagerie comme WhatsApp, Facebook Messenger, etc. Et ils vous racontent une histoire de problèmes financiers. Donc, ils ont des problèmes financiers, ils doivent payer directement leur loyer ou ils ont reçu une facture importante et ils doivent le payer. Ils ne disposent pas donc d'argent suffisant. Ils vous donc demandent de prêter de l'argent ou de verser un montant sur un numéro de compte bancaire inconnu, donc que vous ne connaissez pas et qui a été ouvert au nom de quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas non plus, ou ils vous invitent à payer via une application bancaire, par exemple. En ce qui concerne la fraude à la rencontre ou la fraude à l'amitié, là, les escrocs essayent de vous contacter via des sites ou des applications de rencontres. Ils utilisent souvent un faux profil, une fausse photo, fausses informations personnelles ou une identité qu'ils ont volée. Et il vous contacte, il essaie quand même de créer un lien de confiance. Il essaie aussi de jouer sur vos émotions. Il vous demande d'envoyer des données personnelles, par exemple une copie de votre carte d'identité, de l'argent, par exemple à l'aide d'un versement, d'un virement bancaire, ou des cadeaux vers une adresse inconnue. Euh, Le whaling, donc la fraude à la demande d'aide financière, comment vous pouvez la reconnaître? D'abord, les escrocs vont, dans beaucoup de cas, essayer de vous joindre via un numéro de téléphone inconnu, mais le nom et la photo de profil de votre connaissance, du membre de votre famille ou de votre ami sont corrects. Donc vous reconnaissez quand même le nom et la photo, mais pas le numéro de téléphone. Donc, comme je viens déjà de dire, il vous raconte souvent une histoire de problèmes financiers et le fait donc que cette personne doit directement verser de l'argent pour pouvoir payer une facture ou pour pouvoir payer le loyer, par exemple. Donc, ils mettent aussi l'accent sur le fait que c'est urgent, que vous devez effectuer un virement ou un paiement urgent. Il vous donne par la suite un numéro de compte bancaire inconnu qui a été ouvert au nom de quelqu'un d'autre. Et si vous proposez par exemple de l'appeler pour vérifier l'histoire, l'escroc va vous dire qu'il est injoignable par téléphone, que vous ne pouvez pas l'appeler pour vérifier parce qu'il a des problèmes avec son GSM par exemple. Comment est-ce que vous pouvez éviter de tomber dans le piège pour ce type de fraude? Nous vous conseillons toujours d'appeler le numéro de téléphone que vous connaissez, donc le numéro existant que vous avez sauvegardé par exemple dans votre GSM, et pour appeler à cette personne pour vérifier l'histoire. Comme ça, vous pouvez déjà être sûr que c'est bel et bien le contact que vous connaissez qui vous demande quelque chose. Et de plus, de ne jamais verser de l'argent à un compte bancaire, par exemple, sans vérifier s'il s'agit vraiment de la personne que vous connaissez vraiment. Donc, sans contact réel par téléphone, par exemple, ne jamais verser de l'argent. Pour l'autre type de fraude, la fraude à la rencontre, la fraude à l'amitié, comment est-ce que vous pouvez reconnaître ce type de fraude?
Les escrocs vont normalement essayer d'abord d'obtenir votre confiance. Ils vont jouer sur vos émotions. Souvent, ils disent qu'ils sont très malades et qu'ils doivent en fait payer une facture importante de l'hôpital pour un traitement qui coûte très cher. Et par la suite, ils vont vous demander de verser de l'argent ou de vous donner des données personnelles comme une copie de votre carte d'identité où ils demandent d'envoyer d'abord d'acheter évidemment un cadeau qui coûte très cher et de l'envoyer à une adresse inconnue. Euh, Quand vous voulez quand même le rencontrer en personne parce que vous êtes intéressé dans son profil, il refuse et dans la plupart des temps, parce qu'on a également eu des cas où ils ont quand même accepté d'organiser une rencontre, mais dans beaucoup de cas, ils refusent de vous rencontrer en personne parce qu'ils sont par exemple bloqués à l'étranger, ils ont des difficultés pour se déplacer par exemple, donc ça c'est aussi souvent difficile et parfois ils utilisent aussi on a l'impression qu'ils ne parlent pas très bien le français, par exemple. Donc, ils ont des difficultés de s'exprimer en français. C'est pas toujours le cas. Souvent, ce type de fraude est vraiment effectué de façon très professionnelle, en fait. Comment vous pouvez éviter de tomber dans le piège? Toujours contrôler la véracité du profil sur le site de rencontre ou sur l'application mobile. Et vous pouvez le faire via un moteur de recherche comme Google par exemple ou sur les médias sociaux. Vous pouvez par exemple faire une recherche sur la photo ou sur le nom que l'autre personne vous a donné. Si vous voyez après des histoires d'une usurpation d'identité, par exemple, ou d'avertissement concernant un possible cas de fraude, un cas potentiel de fraude, vous savez déjà que vous devez faire attention. De plus, pendant la conversation, vous pouvez aussi demander des informations personnelles, par exemple, où est-ce qu'il habite, dans quelle ville, euh, quel est son âge, en fait des questions personnelles que seule une personne qui est vraiment ce qu'il prétend être peut donner une réponse à ces questions. Et de plus, ne vous laissez jamais mettre sous pression pour effectuer un virement, pour payer. Euh, vous devez toujours faire attention et réfléchir bien avant d'effectuer un virement parce que normalement ça commence par un petit montant mais ça devient ça devient vite un grand montant si on le fait à plusieurs reprises. Et puis, parlez aussi toujours de vos doutes avec une personne de confiance. Cette personne de confiance peut écouter votre histoire et peut aussi vous donner des conseils, donner son opinion concernant la situation. Voilà. Autre phénomène, c'est la fraude au nom d'organisations connues. Qu'est-ce que c'est? D'abord, la base, c'est en fait de créer la confusion vis-à-vis de noms respectables comme des banques ou des entreprises de services publics ou d'entreprises privées très connues. Euh, les autorités, par exemple le SPF Finance, les autorités régionales par exemple, pendant la crise Covid, on a remarqué que beaucoup d'autorités ont dit que qu'on allait donner des primes aux citoyens qui en ont besoin. Et beaucoup d'escrocs ont donc abusé du nom de ces autorités pour envoyer des SMS et des mails en expliquant que vous avez droit à une prime ou à un paiement du fonds Corona. Et donc, vous êtes invité à vous rendre sur un lien
qui vous met sur un site internet falsifié. Et sur ce site, vous êtes invité à compléter vos données et aussi vous donner par exemple des informations personnelles comme le numéro de votre carte d'identité, le numéro de votre carte bancaire, les codes que vous pouvez recevoir sur le Digipass de votre banque. Et comme ça, après que vous avez introduit toutes ces informations sur ce site, les escrocs peuvent par exemple avoir accès à vos comptes bancaires ou peuvent utiliser ou usurper de votre identité pour par exemple ouvrir des comptes bancaires ou faire des achats en ligne. Les escrocs ont également utilisé le nom de certaines banques ou de presque toutes les banques belges pour envoyer des SMS ou des mails. Et dans ces SMS, ils expliquent que votre carte bancaire a été infectée et que vous devez donc faire une demande pour recevoir une nouvelle carte bancaire. Ou bien que votre Digipass même a été infecté et que vous devez faire une demande pour recevoir un nouveau Digipass. Le même modus operandi en fait, donc on vous invite de vous rendre sur un lien sur Internet et là vous devez aussi donner certaines informations personnelles comme le numéro de votre carte bancaire, le numéro de votre code PIN et les codes de votre Digipass par exemple. Et comme ça, à nouveau, les escrocs ont accès à votre environnement bancaire, peuvent effectuer des transactions financières et faire des achats en ligne. Et une autre possibilité, ce sont les entreprises de services publics. Donc, les escrocs utilisent le nom de certaines entreprises de services publics, par exemple Vivaqua, la société de distribution d'eau à Bruxelles, parce que en Flandre, par exemple, on a aussi lancé l'idée au mois de mars de donner une réduction sur votre facture d'électricité ou sur votre facture d'eau. Et donc, les escrocs ont donc utilisé le nom de ces fournisseurs d'électricité, d'eau, de gaz, par exemple, pour envoyer des SMS, de faux SMS ou de faux mails, avec le même modus operandi. On vous dit donc que vous avez droit à une réduction sur votre facture ou à une compensation. Vous devez vous rendre sur un site falsifié, avec par exemple le même logo que votre fournisseur d'électricité ou votre fournisseur de gaz ou d'eau, et vous devez à nouveau donner le numéro de votre compte bancaire, vos codes PIN, vos codes Digipass, et comme ça les escrocs ont à nouveau accès à vos transactions financières, à votre environnement bancaire en ligne, et peuvent donc effectuer des transactions financières et vous soutirer de l'argent. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître ce type de fraude et comment vous pouvez éviter de tomber dans le piège? D'abord, ce qui est très important, c'est de ne jamais communiquer vos données de passeport ou vos données d'identité, vos données bancaires à n'importe qui. Une banque, un service public ne va jamais vous demander votre numéro de votre carte bancaire ou vos codes PIN ou vos codes Digipass. De plus, ne faites jamais confiance en un lien que vous voyez dans un SMS, dans un message, dans un mail, mais allez vous-même sur votre environnement bancaire ou sur le site des autorités, le site du SPF Finance par exemple, ou d'autres services publics. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes sur le site officiel de l'organisme ou de l'entreprise. Troisième conseil, c'est de toujours contrôler l'expéditeur du message. Est-ce logique que vous recevez, par exemple, un mail d'une certaine banque, bien que vous ne soyez pas client chez cette banque? Vérifiez aussi l'adresse email. Le mail, est-ce qu'il a été envoyé depuis une adresse email officielle?
d'un service public ou d'une banque, par exemple. Le SPF Finance ne va, par exemple, jamais envoyer des mails à partir d'une adresse Gmail ou Hotmail. C'est toujours à l'extension .fet.be ou .fgov.be pour les autres services publics. Et en cas de doute, rendez-vous toujours sur les pages officielles de l'entreprise ou du service public. Par exemple, si on voit que beaucoup de mails ont été envoyés et dans ces mails on dit que c'est en fait l'ESP Finance. L'ESP Finance va mettre pas publier un avertissement sur son site et comme ça vous savez que vous avez probablement reçu un mail de phishing de cet organisme ou de cette banque. Et en cas de doute, il est toujours mieux de prendre contact avec l'établissement pour vérifier si c'est bien cet organisme ou cet établissement qui a envoyé le mail ou le SMS. Et puis quelques exemples. Par exemple, au mois de juillet, on a vu que des SMS de phishing ont été envoyés dans lesquels on explique que le Conseil national de sécurité a décidé d'attribuer un montant à chaque citoyen pour rembourser des factures. Et pour pouvoir recevoir ce montant, vous devez vous rendre sur un URL qui a été falsifié, qui n'existe pas, qui ne fait pas partie des URL qu'utilisent les autorités belges, hein, par exemple main-compensation.co. Donc, faites toujours attention. Autre problème que nous avons rencontré pendant toute cette crise Covid, c'est des colis de Bpost, des SMS de phishing dans lesquels le nom de Bpost a été utilisé. Beaucoup de personnes ont passé commande en ligne, doivent donc recevoir leur commande. Et Bpost est souvent l'organisme qui est en charge pour la livraison de ces colis. Et on a donc envoyé beaucoup de SMS à beaucoup de consommateurs dans lesquels on explique que le colis est au centre de tri et que vous devez vous rendre sur un site pour voir où se trouve votre colis, s'il y a des problèmes par exemple. Et sur ce site qui n'est évidemment pas de Bpost, vous devez par exemple donner des informations personnelles ou donner le numéro de votre carte bancaire pour vérifier votre identité. Ce que nous avons également vu, c'est des SMS de phishing de Bpost dans lesquels on vous invite à payer les frais de livraison encore en ligne. Et donc, pour payer ces frais, vous devez donner votre numéro de carte bancaire, vos codes PIN, vos codes Digipass, et comme ça, les escrocs peuvent donc avoir accès à votre environnement bancaire. Autre exemple ici, c'est un SMS dans lequel on dit que vous avez eu un contact à risque avec quelqu'un qui a des symptômes de Covid-19 et que vous devez vous isoler de votre environnement, de vos amis et de vos connaissances. Et pour faire ça, vous devez encore compléter quelque chose sur un lien qui a été falsifié et qui est dangereux parce que vous devez introduire des informations personnelles, par exemple des codes de votre banque. Dernier phénomène, c'est la fraude permettant prétendument de gagner de l'argent rapidement. C'est un peu un cas spécial. Qu'est-ce que c'est? D'abord, la base, c'est en fait que quelqu'un, donc un escroc, vous propose un salaire d'appoint innocent, mais ça devient directement devient vite un gros problème. C'est surtout un problème parce que beaucoup de personnes qui travaillent, par exemple, dans le secteur Horeca ou dans d'autres secteurs qui ont été fortement touchés par la crise Covid, ont perdu un peu leur travail, ne gagnent pas beaucoup d'argent
et cherchent donc, sont à la recherche de gagner un peu plus d'argent. Et donc, quand des escrocs les contactent, ça devient directement très intéressant en fait pour eux. Les escrocs disent souvent qu'il n'y a pas de risque et qu'ils doivent en fait mettre à disposition un compte bancaire existant, ouvert au nom de leur victime, ou ils invitent leurs victimes à ouvrir un nouveau compte bancaire. Ils doivent exécuter des transactions où les victimes doivent vraiment donner leur carte bancaire, leur code PIN, leur digipass aux escrocs. Et comme ça, les escrocs peuvent, au nom de leurs victimes, faire des transactions financières et recevoir de l'argent d'origine illégale sur ces comptes bancaires. Comme ça, il y a quand même, de cette façon, ils peuvent quand même y avoir beaucoup de conséquences. Le compte bancaire peut être bloqué par la banque parce que la banque peut évidemment constater que des transactions sont quand même suspectes et comme mesure de prévention, ils peuvent bloquer le compte. Vous pouvez aussi risquer des poursuites par la justice pour blanchiment d'argent ou pour blanchiment d'argent ou pour d'autres faits qui peuvent être illégaux. Et vous pouvez aussi avoir des problèmes avec les fraudeurs. Par exemple, beaucoup de victimes comprennent après un certain temps qu'ils sont en train de coopérer avec des fraudeurs, avec des criminels en fait, et ils en ont marre, ils ne veulent plus travailler avec eux. Et là, les fraudeurs peuvent quand même menacer leurs victimes. Comment vous pouvez reconnaître et éviter de tomber dans le piège. D'abord, les escrocs visent les personnes en difficulté financière pour ce type de fraude. Donc ça, c'est quand même un signe important. Ils sont également actifs sur les médias sociaux et ils contactent leurs victimes via des annonces ou directement via un message privé sur les médias sociaux. Ou les escrocs connaissent quelques amis ou quelques connaissances de vous et ils essayent comme ça de vous recruter en fait. Ils disent aussi souvent que vous n'avez pas besoin de contrat, évidemment. Donc c'est un peu du travail au noir qu'ils disent. Et c'est une description de tâches très imprécises qu'ils vous donnent. Ils disent que vous pouvez rapidement gagner beaucoup d'argent, mais ils ne vous disent pas vraiment ce que vous devez faire ou quelle est l'origine de l'argent que vous recevrez sur votre compte bancaire, par exemple. Un conseil très important, c'est de ne jamais prêter sa carte bancaire à quelqu'un d'autre ou d'ouvrir des comptes bancaires sur demande, sur la demande de quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Et aussi de ne jamais communiquer vos codes PIN ou vos codes Digipass à n'importe qui parce que de cette façon, ils peuvent quand même aussi usurper de votre identité. Et évidemment, ne jamais donner une copie de votre carte d'identité parce que cette carte d'identité ou cette copie peut également utiliser pour faire des démarches pour vous en fait en votre nom. Si vous avez quand même été contacté par quelqu'un de suspect vous devez toujours le signaler à la police par exemple, aux autorités. Ça, c'est un exemple qu'une annonce qu'on trouve pas en fait sur Internet. On dit que c'est un plan argent facile, rapide, fiable, à court terme pour les majeurs. C'est important que vous avez plus de 18 ans. Vous avez besoin d'un compte bancaire donc, mais c'est très sécurisé, aucun risque, tout se passe en privé. Ça, c'est vraiment un mauvais signe. Ça, c'est probablement une annonce pour des mules bancaires comme on les appelle en fait, pour des personnes qui mettent à disposition d'escrocs des cartes bancaires, des comptes bancaires.
comment est-ce que vous devez maintenant réagir si vous êtes quand même malgré tout victime d'un type de fraude? Si vous avez été contacté par un escroc, ne réagissez pas aux messages suspects ou aux appels téléphoniques. Donc, raccrochez si vous ne vous sentez pas sûr. Conservez aussi toutes les informations que vous avez reçues par mail, par téléphone, par SMS par exemple, et ne cliquez pas sur le lien ou les liens et supprimez le ou les SMS et les mails par la suite après que vous avez conservé ou sauvegardé les choses pertinentes. Et puis vous pouvez faire un signalement via le site du point de contact et vous pouvez suivre le scénario COVID-19. C'est important parce que de cette façon, nos services et les services de police, les autorités, ont une idée de l'importance d'un certain problème. Si vous avez communiqué des données personnelles, par exemple votre carte d'identité, votre passeport ou votre carte bancaire, il est important, dans le cas où vous avez envoyé une copie ou votre carte d'identité aux escrocs, de le signaler à la police et de faire une demande pour recevoir une nouvelle carte d'identité, un nouveau passeport auprès de votre ville ou de votre commune. Il est aussi important de modifier immédiatement votre mot de passe ou vos mots de passe et vos codes PIN de vos cartes bancaires par exemple et d'appeler CarteStop au 070 344 344. Ça c'est aussi très important dès que vous avez constaté que vous pouvez être la victime d'un type de fraude et que vous avez communiqué vos codes PIN ou votre code de votre carte bancaire, il est important de appeler immédiatement CarteStop pour faire bloquer vos cartes bancaires et vos accès. Si vous avez vraiment payé, il faut avertir directement votre banque le plus rapidement possible. C'est important pour peut-être à la fin, après, par la suite, avoir droit à un remboursement de votre dommage en fait financier. Si vous avez payé sur une boutique en ligne frauduleuse, par exemple, par Mastercard ou par Visa ou par une autre carte crédit, vous pouvez aussi le contester ces paiements via le site macarte.be. Comme ça, la société peut lancer une enquête et décider si vous pouvez être remboursé, oui ou non. Si vous avez payé par PayPal, vous avez aussi la possibilité de contester le paiement et PayPal peut par la suite aussi décider si vous pouvez être remboursé, oui ou non. Vous pouvez aussi faire une déclaration auprès de votre commissariat de police local pour ces faits. Comme ça, la police peut, après analyse, lancer une enquête, par exemple. C'est aussi important d'avoir à nouveau une idée sur l'importance de certains phénomènes de fraude en Belgique. Il y a aussi certaines règles qui sont importantes, certaines lois qui sont importantes à retenir. D'abord, la fraude corrompt tout, donc ça veut dire si vous avez signé un contrat et il s'avère d'être un cas de fraude et vous n'avez pas été au courant ou vous n'avez pas été suffisamment informé avant de signer le contrat est nul et donc vous devez en fait vous devez en fait être remboursé en principe. Il y a aussi la législation spécifique qui est importante. Dans certains cas, dans lesquels la banque, dans lesquels vous avez payé, vous avez été victime de phishing par exemple, mais vous avez constaté que quelqu'un a par exemple accès à votre environnement bancaire et vous l'avez signalé immédiatement à la banque peut être obligé, sous certaines conditions, d'assumer le préjudice financier. C'est pour ça que c'est important de signaler directement quand vous constatez un type de fraude et que vous pensez que vos codes bancaires peuvent être connus par quelqu'un d'autre, que vous contactez immédiatement la banque et CarteStop.
si vous avez un litige avec votre banque concernant le préjudice financier qui doit être responsable pour ce préjudice financier, vous pouvez toujours contacter Ombudsman pour, par exemple, démarrer une procédure de médiation entre vous et la banque. Mais évidemment, le fait le jugement concernant concernant qui est responsable, qui doit assumer le préjudice financier, est évidemment une responsabilité, une compétence des tribunaux et des cours de Belgique. Ne tombez pas deux fois dans le piège. On le voit régulièrement que il y a des personnes qui ont été contactées par un autre escroc ou même par le même escroc ou qu'ils ont été qu'ils ont tombé dans le piège une première fois et la deuxième fois pour un autre type de fraude. On le voit régulièrement. Donc c'est pour ça d'être très attentif toujours quand vous recevrez des emails, quand vous faites des achats en ligne par exemple. Donc ne versez jamais plus de l'argent aux escrocs quand vous l'avez fait une première fois par exemple et quand vous êtes rendu compte qu'il s'agit peut-être d'un cas de fraude, ne versez plus d'argent et restez toujours calme si l'escroc reprend contact avec vous par téléphone, par mail par exemple. Ne répondez pas et signalez les faits à la police. Et donc, toujours faire attention aux nouvelles tentatives de fraude. Restez vigilant, restez attentif. Et maintenant, on a encore un quiz de clôture. La première question, c'est parmi les données ci-dessous, lesquelles doivent être mentionnées sur une boutique en ligne qui n'a pas de magasin physique et plusieurs réponses sont possibles. Donc, ça veut dire quelle est l'obligation légale du gérant d'une boutique en ligne concernant les données qu'ils doivent être mentionnées sur la boutique en ligne. Est-ce A, le numéro d'entreprise, B, le nom du ou des gérants de l'entreprise, C, les coordonnées, par exemple l'adresse email, le numéro de téléphone, D, le nom ou la dénomination sociale de l'entreprise qui est responsable pour cette boutique en ligne, E, l'adresse géographique de l'entreprise, ou F, les informations concernant le droit de rétractation. Les bonnes réponses sont A, C, D, E et F. A, le numéro d'entreprise. Donc, si on regarde l'article 12.6 du Code de droit économique, on a en fait toute une liste des données qui doivent être mentionnées sur des sites Internet, par exemple des boutiques en ligne, et le numéro d'entreprise est obligatoire. Les coordonnées de contact aussi, donc une adresse email ou un numéro de téléphone par exemple. Le nom ou la dénomination sociale de l'entreprise responsable pour la boutique en ligne est également une mention obligatoire. L'adresse géographique aussi et les informations concernant le droit de rétractation doivent également être mentionnées. Ce qui n'est pas obligatoire, c'est donc le nom du ou des gérants de l'entreprise. Et je vois que beaucoup de personnes ont coché les réponses A, C, D, E et F. Voilà. Une personne qui a versé de l'argent à un escroc dans le cadre d'une fraude à l'amitié vient vous voir. Il veut recevoir des conseils concernant cette situation. Que lui conseillez-vous? Il y a donc aussi plusieurs bonnes réponses. D'abord, A, appeler CarteStop. B, faire une déclaration auprès de la police et déposer un signalement sur le point de contact. C, rompre le contact avec l'escroc.
d'avertir la banque de ce type de fraude, de votre situation. E, rassembler des preuves de paiement, des captures d'écran, des conversations, soit tout ce que vous possédez en fait concernant les contacts que vous avez eus. Et F, rendre visite à la prétendue adresse de l'escroc. Eh bien, la bonne réponse était B, C, D et E. B, faire une déclaration auprès de la police et déposer un signalement sur le point de contact. C'est très important. Euh, sur la base du nombre de plaintes et de signalements, le parquet, la police, les autres autorités belges peuvent décider de faire une enquête et de poursuivre devant la justice les personnes qui peuvent être responsables pour ce type de fraude. Donc c'est très important. Euh, c'est aussi de rompre le contact avec l'escroc, évidemment, pour éviter qu'il puisse encore vous soutirer encore plus de l'argent. D, c'est d'avertir la banque. Quand vous avez payé, la banque peut lancer une enquête, essayer de récupérer de l'argent et peut-être vous rembourser sous certaines conditions. Et eux, rassembler des preuves de paiement, des captures d'écran, des conversations par exemple. C'est aussi important parce que comme ça, vous pouvez rassembler tout un dossier et le donner aux autorités pour qu'ils puissent d'analyser et peut-être identifier la personne ou les personnes qui sont responsables pour ce type de fraude. Ce qui n'était pas correct, c'était à appeler CardStop, hein, parce que vous avez versé de l'argent, donc normalement vous n'avez pas donné le numéro de votre carte bancaire ou vos codes PIN, donc ça n'a pas de sens d'appeler CardStop. Et F, rendre visite à la prétendue adresse de l'escroc n'est pas non plus un bon conseil à donner parce que ça peut évidemment être très dangereux. On ne sait pas si cette personne va réagir de façon agressive. Il ne faut pas chercher le conflit. Et donc, je vois que la plupart des personnes ont coché les réponses B, C, D et E. Voilà, maintenant, j'ai encore prévu un peu de temps pour répondre à vos questions. Euh, j'ai déjà reçu quelques questions, mais évidemment, si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours les introduire encore via la fenêtre Q et R et je peux toujours y donner encore une réponse. Pour les personnes qui n'ont pas encore reçu de réponse ou qui ne recevront pas de réponse aujourd'hui, on peut toujours encore répondre à vos questions par mail, par exemple. Je vois une première question de quelqu'un. J'ai commandé un produit sur un site web, mais il n'a pas été livré. Le site web avec lequel j'ai passé la commande était le premier sur ma recherche Google. J'ai donc pensé qu'il était fiable. Combien de temps dois-je attendre avant de déposer plainte sur le point de contact ou à la police? Oui, c'est une bonne question. En fait, l'article 6.43 du Code de droit économique, dans cet article, on peut lire que normalement, il faut, allez, l'entreprise, hein, la boutique en ligne par exemple, a 30 jours, un mois en fait, pour livrer les produits que vous avez commandés. Donc 30 jours, les 30 jours commencent dès le moment que vous avez évidemment passé commande. Donc normalement, vous devez attendre 30 jours et si après cette période de 30 jours, le produit n'a pas encore été livré, c'est une infraction à cet article et
vous pouvez donc déposer plainte. Évidemment, il y a aussi des exceptions quand vous passez commande en ligne et le site web vous informe que pour ce produit, le délai de livraison est normalement de 2 mois. Vous devez attendre. Donc, ça dépend. Il y a aussi des exceptions. Mais si vous voulez avoir un conseil général, normalement, attendre 30 jours entre la date, le jour où vous avez passé commande et le jour où vous allez déposer plainte à la police et sur le site du point de contact, par exemple. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions qui peuvent être pertinentes pour tout le monde? Non. Non, je vois plus de questions qui peuvent être auxquelles je peux donner une réponse pour tout le monde. Mais en tout cas, si vous n'avez pas encore posé de questions et vous avez quand même encore des questions, ou si vous avez posé une question et on ne vous a pas encore donné de réponse à votre question, vous pouvez toujours me contacter. Vous voyez sur cette diaporama mon nom et mon adresse email. Et vous voyez aussi le nom et l'adresse email de ma collègue. Donc, vous pouvez toujours nous envoyer un mail, nous contacter si vous avez encore des questions sur le sujet que j'ai traité aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de votre attention et de votre présence. J'espère que vous avez quand même appris encore quelque chose de nouveau concernant le thème de fraude en ligne liée à la période de crise Covid-19. Donc, je vous remercie de votre présence et au revoir. Bonne journée encore.